Alors moi, j'ai commencé à être casse-couille vers 14-15 ans. Et mon premier combat, ça a été le tabac. J'ai passé tout mon lycée à engueuler tous mes copains qui fumaient des clopes à la récréation. Donc j'ai arrêté ça parce que je me suis mis à fumer en terminale. Et alors après, je suis parti plutôt dans la branche anti-McDo. Alors à insulter tous ceux de mes proches ou moins proches qui avaient l'idée de se rendre à un McDonald's. Et puis j'ai continué comme ça ma petite carrière de militant écolo un peu casse-couille. Puis bah, j'en suis arrivé à l'eau et le caca, quoi. On va vous raconter ça un peu ce soir. Toi, Samuel, t'as commencé à quel âge à être casse-couille? Ça a été un long parcours en fait. Donc ce soir, on va vous parler, ça va être un spectacle sur l'écologie. C'est pas vraiment un spectacle écologique, parce que ce sera un spectacle écologique où on vous raconterait ce qu'il faudrait faire. Là, ça va plutôt être un spectacle sur l'écologie qui va expliquer comment au cours de nos parcours, de nos vies, on a été amené à devenir écolo. Et moi, je ne suis pas né écolo, je suis parti de très très loin en fait. J'ai l'habitude de dire que ça fait 15 ans que je suis dans l'eau. En fait, 15 ans que je suis dans l'eau parce que je fais de la planche à voile depuis 15 ans. Donc rien à voir. Je faisais de la planche et effectivement, je tombais souvent à l'eau au début, et puis les progrès faisant, du coup, on prend des planches plus petites, on continue de tomber à l'eau. L'eau était mon élément, j'étais vraiment au contact de l'eau. Et en 98, du coup, catastrophe en Bretagne, sur les plages où je faisais de la planche à voile, l'Erika qui arrive. Donc marée noire terrible, alors catastrophe, hein, du coup, les oiseaux sont englués, les plages sont souillées, et puis surtout, on ne peut plus faire de planche à voile. Là, ça a commencé à me toucher dans mon petit intime, en fait. Et suite à ça, j'ai décidé de m'engager pour nettoyer les plages. Voyant le refus de me prendre en tant que bénévole, j'ai choisi de faire des études en environnement en me disant que voilà, c'était peut-être une façon, à terme, de trouver comment préserver mon petit cadre de vie, pouvoir poursuivre la planche à voile. Donc, mes débuts d'engagement dans l'environnement, en fait, c'était profondément égoïste. C'était l'histoire de préserver mon petit jardin. Donc c'est comme ça que ça a commencé, c'est comme ça que je suis devenu écolo. Et le temps avançant, en essayant de comprendre comment se passaient les grands mécanismes de pollution, d'où venait cette pollution, qui était responsable, on se rend compte que en fait, c'est toute une machine qui déconne. Que le problème de l'eau, c'est qu'un problème parmi d'autres. Il y a aussi le problème de l'énergie, le problème des sols, on va vous en parler ce soir, le problème de la pollution de l'air. Donc tout était catastrophique et c'est là que j'ai vraiment commencé à devenir casse-couille, en fait, à comprendre que c'était vraiment nos modes de vie qui étaient responsables de tout ça, un modèle économique. Et là, je suis devenu un grand moralisateur. Mes parents m'ont pris pour leur grade à chaque fois qu'ils prenaient l'avion pour partir en vacances, à chaque fois que les gens utilisaient des toilettes à eau, etc. C'était mes débuts de grand écolo casse-couille. Donc tout un parcours. Alors moi, je suis devenu casse-couille sur l'eau et tout ça, c'était 2002-2003. Alors à l'époque, j'étais animateur de chantiers de bénévoles. Je ne sais pas si vous connaissez ça, c'est des formes de vacances pour les jeunes adultes. Et l'idée, c'est de rassembler une quinzaine de jeunes dans un village, et puis ils vont contribuer à des travaux de type rénover une chapelle ou un mur ou un lavoir ou ce genre de choses. Et donc j'ai fait comme ça pas mal de chantiers. Et mon dernier chantier de bénévoles, de jeunes volontaires, on dit aussi, on m'a appelé pour construire la décoration d'un festival. Et c'était indiqué comme ça sur le programme, qui est donc qu'ont ceux qui veulent faire ces chantiers-là. En fait, si vous voulez faire un chantier, vous avez une sorte de catalogue, vous choisissez votre chantier, quoi. Donc là, c'était écrit décoration de festival. Donc ils sont venus là. Et le premier jour du coup de ce chantier-là, j'avais donc mes 15 volontaires avec moi, puis je leur expliquais ce qu'il fallait faire dans ce chantier-là. Et en fait, décoration de festival est un mot un peu large, parce que le chantier réel consistait à construire des toilettes sèches pour ce festival, de construire la décoration qui allait aller autour des toilettes sèches, et donc de gérer le caca et le pipi des festivaliers pendant l'ensemble du festival. Donc une fois que j'ai fini d'expliquer l'enjeu de ce chantier-là, j'ai bien vu que les 3/4 des volontaires se demandaient comment fuir ce chantier le plus vite possible. Et je leur ai dit que ça allait être sympa, que c'était important, que c'était un enjeu planétaire, que c'était, etc. Donc j'ai fait tout mon possible de casse-couille pour leur dire que voilà, il y a du fond derrière, c'est pas le caca, on n'est pas juste une dame pipi. Alors, malgré eux, ça s'est pas très très bien passé. Et j'ai construit du coup ces toilettes sèches-là, et comme elles étaient très belles, ceux qui organisaient le festival, qui se foutaient complètement des toilettes sèches, ils avaient délégué ça, pourquoi pas, ça coûte moins cher que les toilettes chimiques. Ils les ont gardées, et puis ils se sont mis à les louer pour d'autres festivals, en se rendant compte qu'il y avait effectivement un truc écologique à utiliser les toilettes sèches durant des festivals, puis aussi que ça pouvait leur faire une rentrée d'argent. Et ma foi, par des temps qui courent, pour une association, d'avoir des rentrées d'argent, si en plus on peut avoir du sens avec tout ça, ça se refuse pas, quoi. Et donc de là, j'ai déroulé toute une carrière de militant casse-couille d'une dizaine d'années maintenant, vous voyez, dans la toilette sèche, quoi.
Alors moi, ces histoires de toilettes sèches, c'est pas du tout le genre de choses qu'on vous apprend quand vous faites des études d'ingénieur en environnement. C'est ce que j'ai fait, et c'est pas du tout là que j'ai entendu parler de ces choses-là. On m'a plutôt appris à laver l'eau. On partait du principe que l'eau était sale, et donc qu'il fallait la laver. Le temps avançant, en devenant militant, casse-couille, intégriste, moralisateur, je me suis rendu compte que peut-être qu'on suivait un faux chemin, et qu'il fallait peut-être réfléchir plutôt que de laver l'eau, chercher à ne pas la salir. Ça a été mon début dans les toilettes sèches, et comme je venais du milieu scientifique, j'ai essayé de monter un argumentaire très rigoureux, de manière scientifique, pour aller dans des colloques, expliquer cette mécanique des toilettes sèches, en fait, comment ça marchait, comment le problème de l'eau, en fait, c'était pas de savoir comment la laver au mieux, mais comment, avant tout, ne pas la polluer. Donc j'ai enquillé les colloques comme ça, en tant que prophète des toilettes sèches. J'en ai même écrit un livre plus tard, où dans ma logique, c'était vraiment de monter le raisonnement infaillible d'un point de vue scientifique. Pour moi, c'est très très clair aujourd'hui, du coup. Mécaniquement, logiquement, etc. Si on ne passe pas aux toilettes sèches, l'humanité court à sa perte à moyen terme. Alors dans ces colloques, j'arrivais avec des PowerPoint, parce que si vous voulez être pris au sérieux, il faut des PowerPoint. Vous voyez ce que c'est ? Des grands diaporamas avec des images d'ordinateur qui projettent votre plan et votre message dans le fond. Alors j'expliquais les cycles géochimiques, ce qu'on va vous expliquer un petit peu ce soir, les circuits de l'eau. Puis à un moment, il fallait que je parle de caca quand même, c'était le fond des choses. Et je parlais plutôt d'excréta. Parce que caca, en colloque scientifique, ça ne fait pas très rigoureux. Alors je faisais mes démonstrations, là tout le monde me regardait, excréta, oui, machin, cycle bio-géochimique. À un moment, je me disais quand même, faut que je leur dise, excréta, s'il y en a qui ne savent pas, c'est caca. Je perdais toute crédibilité. C'est-à-dire que les gens étaient d'accord que les cycles biogéochimiques avec les excrétas, tout ça, ça marchait bien. Mais là, dès que je parlais de caca, de sortir le caca des cycles de l'eau, etc., on me disait, vous êtes un petit peu utopique. Donc là, j'ai compris deux choses à partir de ce moment-là. C'est que, première chose, la science n'est absolument pas caca-compatible. La deuxième chose, c'est que ce problème des toilettes sèches n'est pas qu'un problème scientifique. Aussi rigoureux soit le raisonnement, ça ne marche pas si on ne s'attaque pas à deux autres problèmes qui sont derrière, problème politique et un problème culturel. Alors vu qu'on est écolo, on est devenu un petit peu décroissant, on va faire un PowerPoint décroissant. Donc sans électricité, ça marche aussi bien, c'est un peu plus lent. Nous aurons donc une première partie sur le tout à l'égout. L'histoire du tout à l'égout, vous expliquer comment le tout à l'égout s'est mis en place dans l'histoire de l'humanité, vous expliquer pourquoi, selon nous, c'est l'invention la plus conne de l'humanité. Ça nique l'eau et ça nique les sols, le tout à l'égout. C'est vraiment l'invention la plus conne, mais vas-y. Acte 2. Comment monter une filière publique de collecte au porte-à-porte de caca. En fait, on aurait pu appeler ça « sauver la terre », sauver les sols. Un acte 3. Comment épurer une eau sans caca. L'idée, c'est qu'en passant aux toilettes sèches, on a une eau qui est nettement moins sale. Comment on peut imaginer des systèmes très légers de traitement de l'eau, déconcentrés, décentralisés. Non mais dis ça en scientifique, hein. L'acte 3, c'est comment on va sauver l'eau. Nous là, juste en toute humilité, en 2 heures, ce qu'on voudrait vous dire, c'est que nous, on sait comment il faut faire pour sauver la Terre et pour sauver l'eau. Bon, sauver l'eau, ça sera l'acte 3. Et enfin, dernier acte, une fois qu'on a compris comment sauver l'eau, comment sauver la Terre, eh bien comment on met tout ça en place. Eau, caca, démocratie, donc on aurait pu appeler ça « sauver la démocratie ». C'est pour finir tranquille la soirée, quoi. Bon, donc du coup, ça va durer 2 heures. Hein. Donc, vous êtes dans la merde, ça va durer 2 heures. Hein. Mais comme c'est aussi un peu un spectacle, c'est ça, en fait. On a décidé de changer de posture, là. Donc en fait, on va faire comme un spectacle, ça va être rigolo et tout. On va demander de faire un noir. Et nous, on va revenir sur scène, puis on va faire comme si on n'était pas des conférenciers, mais des artistes, et qu'on disait « Bonsoir Carpentras !» Et vous nous applaudissez, puis ça fait comme un spectacle et tout ça. Ça c'est bien. Ça vous va ? Ok. Alors, si tu peux faire un noir, on va dans les coulisses, parce que ça démarre des coulisses. Putain, on voit rien quand c'est tout noir. Carpentras, bonsoir. Donc, l'histoire du tout à l'égout. Il faut qu'on vous mette quelques outils pédagogiques en place. En 15 minutes, on va vous refaire l'histoire de l'humanité en 15 minutes, là, et essayer de vous expliquer comment on en est arrivé à cette connerie qui est le tout à l'égout. Donc on va reprendre à la préhistoire. Hein. En fait, à la préhistoire, donc il y avait les premiers bonhommes, quoi. Donc ils vivaient dans des trucs comme ça, vous voyez. Des cavernes avant, mais ouais, des cavernes, mais ça y est, on passe un peu. Hop, on est dans des huttes.
Donc cet homme de l'Antiquité, avec ses premières cabanes, son souci, c'est de trouver de quoi survivre à proximité de ces cabanes. Il n'a pas de quoi beaucoup se déplacer. Et donc, avant toute chose, comment trouver de l'eau? Comment trouver à manger? Donc, près de ces cabanes, il faut absolument que se trouve de l'alimentation qui pousse dans des champs. Donc, au début, c'est du chasseur-cueilleur. Il prend ce qu'il y a vraiment à côté de chez lui, puis petit à petit, il comprend comment fonctionne la germination, il met l'agriculture en place, et donc il a ses champs à côté de ses cabanes. Mais c'est pas tout. Notre homme de l'Antiquité, il a aussi besoin de boire. Alors ça, c'est de l'eau. C'est mal dessiné parce que je ne sais pas dessiner, d'accord? Donc ça, c'est une rivière. Et si quelqu'un sait mieux faire des rivières, il vient me voir à la fin, il pourra la refaire. J'avais mis une goutte d'eau en dessous pour qu'on comprenne, mais c'est toujours pas très clair. Donc en tout cas, c'est de l'eau, quoi. Donc, systématiquement, à côté des premiers villages de l'Antiquité, vous aviez des points d'eau. De manière à ce que notre homme des premiers villages, il ait de quoi se nourrir, de quoi boire, à côté de son domicile. Rapidement, Parce que jusqu'à les là, pas de cabanes du problème. départ s'agglomèrent. On commence à avoir des groupes de cabanes, et puis on va aller très très vite, du coup, l'Antiquité. On arrive aux premières villes. 15 minutes, vous avez dit. Les premières villes, du coup, qui sont confrontés à une hausse rapide de la population, des milieux beaucoup plus denses, et rapidement, les points d'eau qui étaient à côté de ces villes ne suffisent plus. On va être obligé d'aller chercher des points d'eau de plus en plus éloignés, et les Romains ont été très forts parce qu'ils ont inventé les premiers des aqueducs, des systèmes pour faire de l'adduction d'eau, c'est-à-dire emmener de l'eau dans les centres-villes. Donc ils construisent des ouvrages, et l'eau qui arrive dans les villes provient de plus en plus loin. Et pour la nourriture, c'est pareil. Avant, là, quand il était dans sa hutte, je vais dire, ça poussait à côté, vous voyez. Puis, évidemment, quand les villes s'agrandissent, on peut plus cultiver son jardin au pied de son immeuble. Certains essayent à nouveau là, de le faire dans l'agriculture urbaine, mais c'est pas facile. Donc forcément, on a dû aller chercher un peu autour des villes la production de nourriture pour la ramener ensuite dans les villes. Donc on s'est mis à écarter aussi l'endroit où la nourriture était consommée et l'endroit où la nourriture était produite. Donc là, du coup, c'était pas des aqueducs, c'était de la traction animale plutôt, si on reprend l'époque antique ou jusqu'au Moyen-Âge, ou même encore un peu plus loin, vous voyez. La nourriture, on l'amenait comme ça, en traction animale, jusque dans les villes, quoi. Jusqu'alors, l'eau avait un grand pouvoir symbolique. Dans l'inconscient collectif, c'était l'eau de l'imaginaire qui était très présente dans la mythologie, c'était l'eau de l'oubli qui enlevait les péchés. C'était l'eau qui purifiait, donc valeur symbolique très forte. Avec les premières villes, on trouve un nouvel usage à l'eau qui est celui de nettoyage. Ça sert à nettoyer les logements, à faire la toilette. Donc l'eau arrive au cœur des villes avec une toute nouvelle fonction. Elle est salie et commence à s'accumuler dans les villes de grandes quantités d'eau sale. Alors si vous baladiez dans les rues, il fallait faire gaffe parce que les seaux d'eau qu'avaient utilisés au ménage de la maison, à l'hygiène, etc., on les balançait par la fenêtre en criant « gare l'eau ». Alors si vous entendiez ça, vous aviez quelques secondes pour dégager avant de vous prendre des eaux dégueulasses sur la tête. Et au milieu des rues, on avait construit les rigoles, des espèces de petites fentes au milieu des rues qui étaient chargées de récupérer toutes ces eaux sales et, au mieux, les envoyer le plus loin des centres-villes. Alors pour la nourriture, donc pareil, on voit bien comment la nourriture, elle rentrait dans les villes, mais ça ressort sous quelle forme de la nourriture? Oui, c'est de l'excréta, disait Samuel, mais nous on parle pas comme ça. De la merde. Donc il y avait de la merde. Donc comment ça se passait à l'époque? Il y avait le pot de chambre en fait, on faisait ses besoins dans le pot de chambre. Alors c'était plutôt garde-dessous la formule. On ouvrait la fenêtre, garde-dessous. Voilà, fallait se sauver en dessous quoi. Mais à l'époque, le caca, c'était pas sale. Je veux dire, il y avait des odeurs fortes et des odeurs faibles, mais il y avait pas un truc qui puait, je sais pas quoi. Et le caca, ça faisait partie de la vie. Genre, il n'y avait pas de problème avec ça. Alors, donc ça, c'était quand on était chez soi, on pouvait faire dans le pot de chambre. Mais quand on était à l'extérieur, quand on se baladait en ville, on allait où? Vous n'êtes jamais posé la question, Et on allait dans les cul-de-sac. Là, du coup, vous devinez l'origine du mot cul-de-sac. Les cul-de-sac, c'était bien ça. C'était ces ruelles qui étaient consacrées à chier dans tous les villages et villes de France et de Navarre, même d'ailleurs dans d'autres pays. Les ruelles étaient consacrées pour y chier. Alors évidemment, ça peut paraître un peu vulgaire vu d'ici, parce qu'en plus les gens ils chiaient dans la rue, quoi, donc devant tout le monde, les uns à côté des autres, etc. Alors pour la bourgeoisie, évidemment, c'était un peu vulgaire, donc ils se sont mis à inventer les premières fosses. Donc les fosses, l'idée c'était de chier chez soi toujours, puis d'avoir un grand trou sous sa maison, un petit trou,
dans lequel on avait stocké le caca et le pipi, quoi. Mais le problème, c'est qui c'est qui va s'occuper de ça après? Parce que les bourgeois, ils voulaient pas balancer ça par la fenêtre, hein, parce que d'avoir du caca devant sa maison, au bout d'un moment, bah ouais, ça s'amoncelle, hein, c'est pas... À l'époque, quand on marchait dans les rues, je veux dire, on s'en mettait partout, hein. On a retrouvé des poèmes comme ça. Quelqu'un explique une balade dans Paris, mais c'était même encore au XVIIIe siècle, je crois, où il dit que quand il marche En botte. en botte dans Paris, il se recouvre d'une couleur marron. Et qu'il faut bien se protéger, hein. Si on veut marcher une bonne balade dans Paris, il faut avoir, il dit même un bonnet. Garde-sous. Et ouais, pour se protéger, quoi. Donc, c'en était là, en fait. Alors, les fosses, qui est-ce qui s'en occupait de tout ça? Bah, il y avait un métier, les vidangeurs. Les vidangeurs, ils travaillaient la nuit et bah, ils vidaient ces fosses-là, quoi. C'était pas un métier facile, hein, parce que quand on ouvrait la fosse, il y avait des émanations de gaz, on pouvait devenir aveugle, on avait des maladies de peau, ça brûlait, c'était pas simple. Souvent, ils étaient par deux. Il y en avait un qui allait dans la fosse, bah, il n'y a pas le choix, je veux dire, faut y aller, quoi. Au seau, et ils remontaient les seaux, et ils avaient une petite échelle pour aller dans les fosses, au mec qui était là-haut. Le mec là-haut, il récupérait le seau, il baignait ça dans le tonneau, puis il rondait les seaux, puis ainsi de suite. Puis une fois que c'était tout enlevé, la partie liquide, là, bah, il restait le gratin. Le gratin, c'était tout le caca qui était devenu solide. Mais vraiment solide, hein, fallait, à la bêche qu'ils y allaient. Hein. Ça, aux petites heures du matin, là, quand les fosses étaient vides, ils grattaient le gratin. Et après, ils remontaient ça aussi dans les tonneaux. Puis après, en traction animale, ils ramenaient ces tonneaux pleins de merde jusqu'au bord des villes. Et puis ils vidaient ça là où ils pouvaient, quoi. Il y avait une vraie économie du caca. Hein. Plein de gens vivaient de ça. Hein. Les vidangeurs, c'était un sacré métier. Hein. Donc les déchets, ça n'existait pas à l'époque. Tout ça, c'était du boulot pour tout le monde, quoi. Pour les pauvres surtout, vous me direz. Bah ouais, mais ça faisait du boulot pour les pauvres quand même. Et c'était pas rien. On est au Moyen-Âge. L'histoire de l'humanité avançant, on sait qu'il y a eu un grand mouvement d'urbanisation, avec des villes qui croissent de plus en plus vite, une densité plus importante, et des habitants qui consomment toujours plus. On arrive à une ville moderne du 19e siècle, industrielle, et la révolution industrielle étant passée par là, on a fait de grands progrès en termes de transport de matière. Les villes ont grossi, on est capable aujourd'hui d'aller chercher de l'alimentation de plus en plus loin. Donc la traction animale avec les champs du départ qui étaient juste à côté, ça ne suffit plus. On produit de plus en plus loin, on achemine de plus en plus de quantité de matière dans les villes, et donc de plus en plus de caca, de plus en plus de vidangeurs. Et pour l'eau, c'est pareil. Forcément, les villes s'agrandissant, les sources d'eau autour, elles n'ont pas suffi, en fait. Il fallait trouver un approvisionnement en eau plus conséquent, et du coup aussi plus loin des villes. Hein. Nous, on vient de Bretagne, hein, et à Rennes, aujourd'hui, l'eau, elle fait 40 km avant d'arriver dans Rennes-Centre. Vous vous rendez compte? 40 km. Donc effectivement, les villes augmentant, on a dû agrandir, on a dû espacer encore plus les approvisionnements en eau, puis aussi les approvisionnements en nourriture. C'était déjà galère, mais alors là, je ne sais pas si vous imaginez, des milliers, dizaines, centaines de milliers de personnes, des quantités faramineuses d'alimentation qui arrivent dans les villes, des quantités faramineuses de caca. Et des quantités faramineuses de flotte aussi qui arrivent dans les villes pour tous ces gens-là. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la masse où on en est aujourd'hui. D'ailleurs, il faudrait peut-être... Mais ouais, c'est des flux monstrueux. Alors là, pour que vous compreniez dans quelle merde on était un peu là, dans quelle eau sale aussi, on voudrait faire une petite démonstration. Allez. Il est où le podcast, Sam? Il est là. Petite démonstration pour que vous preniez conscience un peu des flux qu'il y avait à gérer. Alors, on va commencer par l'eau. On va prendre la moyenne en ce moment. Est-ce que vous savez le nombre de litres d'eau potable qu'un Français utilise en moyenne aujourd'hui? Waouh, des gens sont très renseignés. Alors c'est exactement ça. Moi j'avais comme chiffre 165 litres. On va prendre 160. On utilise 160 litres par jour et par personne. Il y a combien d'habitants à Carpentras? 30 000 habitants. Alors ça fait combien de litres d'eau sale par jour? Je vais le faire, hein. 1, 2, 3, 4, 0, vous êtes d'accord? 1, 2, Si on a 3, qui ont des trucs là pour vérifier. 4, 0. Mais non, mais nous on est décroissants, on fait ça à la main. 3 x 16, 48. Ah, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 0. 30, 48, c'est ça. 30 x 6, 18, 48. Je vais écrire un peu plus gros. Donc, 4 800 000 litres d'eau usée
par jour, juste pour Carpentras, hein. Je ne me suis pas trompé, c'est bien ça, c'est énorme, hein. Alors, si on convertit en mètres cubes, on peut diviser par 1000 si vous voulez. 4800 mètres cubes d'eau sale, donc d'eau à nettoyer, par jour que pour Carpentras. Donc ça, c'était pour l'eau. Maintenant, combien pèse un caca moyen? 300 grammes. Là, qu'on vu la conférence avant, là, ils ont déjà tous les Combien vous chiffres. dites? 250, 280. Ah, vous mangez bien, Carpentras, hein. Alors, c'est un peu moins. La moyenne, c'est entre 150 et 200 grammes. Si vous voulez, pour reprendre les mêmes, parce que vous me voyez venir, hein, on va reprendre 160. On va dire qu'à Carpentras, on fait des petits cacas en moyenne. On va reprendre 160 grammes. Alors, de caca, mais on fait combien de caca par jour en moyenne? 3 cacas, 1 caca. Alors, on voit déjà qu'on n'est pas tous pareils, hein. Donc là, il y en a qui n'osent pas parler parce qu'eux, en fait, ils font même pas caca tous les jours. Ouais. Un caca. 2. Bon, vous voyez, hein, on n'est pas tous d'accord, hein. On pourrait faire un débat qui serait passionnant, mais je vais vous mettre tout de suite d'accord. Entre un caca tous les 3 jours et 3 cacas par jour, tout va bien. Parce que là, j'en vois qui commencent à s'inquiéter, qui disent « moi, je fais pas ça, tout ça. » Non, non, tout va bien. Donc, on va prendre une moyenne de 1 caca par jour, si ça vous va. Donc, 160 grammes de caca par jour et par personne. Donc, il y a toujours autant d'habitants à Carpentras. Donc, si on multiplie ça par 30 000 habitants, on a donc 4 800 000 grammes de caca. D'accord? Donc, ça veut dire 4 800 kilos de caca. Donc, on approche les 5 tonnes. Donc, à Carpentras, vous chiez 5 tonnes par jour. Hein, si on grossit un peu. Donc, pour vous dire qu'à l'époque, il y avait déjà des villes qui étaient largement aussi grosses que Carpentras, hein. Quand on reprend là où on en est rendu, 30 000 habitants, il n'y avait pas de problème, hein. Donc, vous vous rendez compte? Quand l'idée, c'était de remplir ça dans des fosses pour les bourgeois, sinon dans la rue pour tous les autres, avec garde-dessous, quand vous avez 5 tonnes de caca par jour, hein, dans la ville, hein, qui s'accumulent. Hein. 5 tonnes de caca par jour et puis 5000 mètres cubes d'eau aussi. Hein. Donc là, vous avez, si vous voulez, un problème de flux, c'est-à-dire qu'on voit bien comment la nourriture, elle rentre dans les villes, mais là, on a quand même 5 tonnes de caca à ressortir quand même. Hein. Et de l'autre côté, on voit bien comment l'eau, elle rentre dans les villes, mais on a aussi un paquet de litres de flotte à ressortir, quoi. Donc rapidement, ça devient très très galère. Le système de rigole et puis de garlot par la fenêtre, là, ça commence à bien faire. Et à Paris, au milieu du 19e siècle, on a notamment Haussmann qui a une idée ingénieuse pour renforcer, faciliter l'évacuation des eaux usées qui rentraient dans les villes. Et il a proposé de construire des égouts enterrés, des systèmes de canalisation. Le principe, c'était d'en faire un par rue dans Paris. Et il a proposé que l'État, comme ça, du coup, prenne en charge, planifie l'évacuation des eaux usées plutôt que de laisser ça au bon vouloir des gens. Alors là, pour le coup, vous pensez bien que l'eau symbolique qui purifiait tout ça, c'est complètement oublié. En fait, cette histoire d'égout, ça s'est fait en même temps qu'une petite révolution de la médecine. Les médecins de l'époque avaient compris à quoi servait le sang, la circulation du sang dans le corps. Le sang qui circule dans nos corps est chargé d'évacuer tous les déchets, les toxiques. Et là, les urbanistes, Haussmann en pointe, se sont dit nos villes pourraient fonctionner exactement pareil. On pourrait faire une circulation de l'eau en permanence qui serait chargée de drainer les déchets, l'eau souillée en fait, des villes en dehors. Donc l'eau est devenue un déchet qu'il fallait évacuer plutôt que l'eau qui purifiait auparavant. Et pour le caca, ben, évidemment, 5 tonnes de caca par jour, forcément, ça cause des problèmes. Hein. Parce qu'à l'époque, il y avait un paquet d'épidémies, justement, une mortalité infantile incroyable. En fait, Pasteur, il s'était rendu compte de ça, en fait. C'est que le caca, en fait, ça revenait aussi dans les cycles, quoi, et qu'en fait, ça pouvait nous rendre malades. Hein. Même quand on évacue le caca comme on pouvait, ça finissait par revenir dans les cycles de la vie, quoi, notamment au robinet. Alors, au robinet aussi, parce que, évidemment, à ce moment-là, on a commencé à inventer les toilettes à eau. Alors, pourquoi on a inventé les toilettes à eau? Parce que le caca, c'était devenu sale. On s'était rendu compte que le caca, ça permettait aussi aux maladies de se propager. Donc, voilà, le caca, c'était sale, il fallait pas de caca, pas de maladie, quoi. C'était ça un peu le raisonnement à l'époque. Alors, notamment, effectivement, plutôt la bourgeoisie, elle avait adopté ce petit système qui consistait à mettre un bac à eau
au-dessus de son toilette, au-dessus de sa fosse, quoi. Comme ça, en appuyant sur un bouton, on avait comme ça quelques litres d'eau qui descendaient, puis il n'y avait rien besoin de toucher. On ne touchait pas, c'était plus propre. Puis hop, ça tombait dans la fosse. Mais là, il faut voir le bordel aussi pour les vidangeurs, parce qu'à chaque fois que vous aviez un caca, si vous rajoutez 7 ou 8 litres d'eau, bah, les fosses, ça se remplissait vachement vite, hein. Puis c'était vachement liquide aussi. Au même moment, on avait l'invention des toilettes à eau et l'invention des égouts. Ça s'est passé au même moment. Et c'est là qu'ils se sont dit, on pourrait connecter les deux. Et c'est là qu'ils ont connecté les deux. Et mesdames, messieurs, c'est là qu'a eu lieu l'invention La plus conne, de l'humanité, le tout à l'égout. Alors cette histoire du tout à l'égout, au milieu du 19e siècle, c'est l'histoire parisienne, qui a été en pointe. Les premiers en France à être équipés de systèmes d'égout, de toilettes à eau et donc de tout à l'égout. Et quand on s'est mis avec Tonio à préparer cette conférence, j'étais voir ma grand-mère. Ma grand-mère pour qu'elle me raconte son histoire de l'eau. Elle qui a vécu dans les campagnes rennaises, a grandi dans une ferme où tous les jours, avec son seau, quotidiennement, elle allait chercher à la source de quoi nourrir les bêtes, de quoi faire l'hygiène, de quoi boire. Le temps avançant, ma grand-mère s'installe en 1968 aux abords de Rennes, à 15 km, et jusqu'en 1971, c'était un système de seau quotidien au fond du jardin qu'il fallait aller vider ensuite sur le tas de fumier et les eaux sales qu'on jetait à même les champs. Elle n'a connu l'arrivée du tout à l'égout et des toilettes à eau qu'en 1971. Donc cette histoire-là du tout à l'égout qu'on considère dans les formations de sciences de l'environnement comme un acquis, comme un progrès, on a l'impression que ça a toujours existé, quasiment. Ça n'est arrivé qu'il y a une quarantaine d'années dans les campagnes françaises. Alors cette histoire par contre de seau qu'on vide sur le fumier, etc., ma grand-mère elle s'en servait comme engrais, mais je ne sais pas si vous maîtrisez bien par contre les cycles de la matière pour comprendre un petit peu pourquoi le caca en fait ça pourrait être de l'engrais. Alors on pourrait vous dire, on va vous faire un cours géochimique comme je faisais avec des PowerPoint en vous parlant d'excréta, etc. Mais on veut plus être casse-couille. Alors on s'est dit, on va faire pareil, hein, mais on va le faire en rime. C'est parti, quoi. Quart d'heure poétique. Il nous faut avant tout vous raconter comment, pour les anciens, se fabriquait la chose. Avant que la science ne puisse expliquer l'origine, le destin, la fabrique de nos roses. Rien ne se crée et tout part de la terre. Frontière entre l'inerte et le vivant, le sol contient tout ce qui est nécessaire à ce qui est cultivé naturellement. Les légumes, les céréales et les plantes fournissent aux animaux matière et énergie pour se reproduire, grandir ou bien leur survie. Le sol est tout ce qui les alimente. L'homme se nourrit de matière végétale, mais aussi de viande, de protéines animales. Directement ou indirectement, c'est aussi du sol que proviennent nos aliments. Terre et homme aux deux bouts de la chaîne alimentaire, il s'agit là d'une vision bien linéaire. Et l'histoire ne peut pas être finie. Quelques détails ont été omis. Car les animaux excrètent. Et nous excrétons. À l'état naturel, où vont nos déjections? En gros, elles retombent à même les sols, qui les digèrent sans qu'elles ne percolent. Ces matières sont lentement transformées par les insectes, les champignons, les bactéries. Les sols peuvent maintenir leur fertilité grâce aux éléments qui leur sont remis. Pour les anciens et Mamie Denise, toutes ces choses avaient été comprises. Ce n'est pas de chaîne linéaire qu'il faut parler, mais plutôt d'un cycle dans lequel rien ne se crée. À présent, notre propos va être scientifique, expliquant, en s'appuyant sur des articles, l'ensemble des mécanismes physico-chimiques qui interviennent tout au long de ce cycle. Les sols contiennent des éléments minéraux. N, P, K en sont les principaux. Le N désigne l'azote, K le potassium, avec un P, c'est le phosphore que l'on nomme. Attends, là, il me manque le cas.
Le potassium s'est fait la malle. Il est là. Vas-y. Le N désigne l'azote. K, le potassium. Avec un P, c'est le phosphore que l'on nomme. Via les racines, ces éléments migrent dans la plante. Par la photosynthèse, des liaisons se créent. Après un temps, du NPK est formé. Matière organique, matière des espèces vivantes. Nous les hommes, et tout comme les animaux, nous ne pouvons manger des minéraux. Nous absorbons de la matière organique, nous sommes organiques, et nous chions organiques. Ainsi, du NPK compose nos déjections. Que se passe-t-il lorsque celles-ci tombent à terre? Elles rejoignent les débris de la litière et contribuent à une lente humification. Le humus est donc fait de matière organique. Son rôle, retenir les eaux de ruissellement et héberger une vaste faune pédologique. En bref, c'est ce qui rend les sols vivants. Plus tard, l'humus et nos déjections subissent une lente décomposition. Les micro-organismes et bactéries fractionnent cette matière issue de la vie. Le NPK redevient minéral. Le N, le P et le K initial retrouvent leur ancienne place et ancienne forme. Rien ne se perd, rien ne se crée. Tout se transforme. Et vous applaudissez. Et vous applaudissez. Parce que vous croyez encore que ça se passe comme ça. Ça, c'est à l'école primaire, encore de biologie. Hein, ou ça, c'est peut-être les génies de l'environnement qui croient que ça se passe comme ça. Ça se passe pas comme ça du tout. Enfin, si vous croyez que c'est encore comme ça que ça se passe aujourd'hui, mais vous fourrez le doigt dans l'œil. Hein, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Moi, je refuse de laisser passer ça comme ça. Hein. Moi, je veux dire, moi, je veux que vous compreniez ce qui se passe aujourd'hui dans ce truc-là, quoi. Ça, c'est complètement pété, quoi. Donc moi, maintenant, ce que j'aimerais bien, c'est vous faire la fin du truc, quoi. Moi, j'aimerais bien vous dire un peu ce qu'il en est aujourd'hui. Enfin, je voudrais pas vous faire croire qu'on est encore dans ce truc bisounours, quoi. C'est pas ça, c'est pas comme ça la vie. Donc écoute, tu me remets la musique, et moi, je vais vous dire comment que ça se passe. Désormais, vous devez être familier des grands principes des cycles de la matière. Ceci va nous permettre d'appréhender une partie des menaces de la biosphère. Les agriculteurs ne font plus de fumier. Et Mamie Denise a troqué son seau depuis 1971 pour des toilettes à eau. Les cycles de la matière ont été fracturés. Les lisiers et effluents des grands élevages et ceux produits au sein de nos logements noient la très précieuse matière du vivant. C'est comme qui dirait une erreur d'aiguillage. Les sols ne reçoivent plus de NPK. Nous avons interrompu l'humification. Ce ne sont plus là que de stériles substrats, morts, appauvris, condamnés à l'érosion. Autre chose. Que se passe-t-il donc sous terre? Les minéraux N, PK viennent à manquer. Des engrais industriels tentent de compenser. Ils finissent par partir dans nos rivières. Pour le phosphore, c'est encore plus problématique. Dans 60 ans, les mines seront épuisées. La ressource aurait déjà franchi un pic. Le prix des engrais n'a pas fini d'augmenter. Des conflits géopolitiques mondiaux vont suivre la chute des rendements agricoles. Mais nous ne sommes pas là pour parler des sols, mais d'une autre guerre à venir, celle de l'eau. Ça envoie, tu vois, ça c'est... Ah bah bravo. Là, on comprend Bravo, mieux, là. David. Si on vire les rimes, qu'est-ce qui se passe? Bah non seulement c'est éloigné, là, comme on vous disait, que les piliers, là, les petits dessins, là, mais c'est éloigné, mais maintenant, mais c'est rendu à un truc, mais c'est incroyable quand même. Les cochons, c'est qui sont les cochons? En Bretagne. C'est pas 40 bornes, c'est 800 bornes, 1000 bornes. Et les plantes, où c'est qu'elles sont les plantes? Le blé, où c'est qui pousse? En Beauce, mais il y a combien entre les deux? Non, mais vous vous rendez compte? Moi, je vais faire Paris, à peu près, pour schématiser. Alors, quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'en Bretagne, là, il y a beaucoup trop de matière organique. Hein. Tous les cochons, ils chient là-dedans, ça fait de la marée verte, ça fout un bordel pas possible, de la pollution, en veux-tu, en voilà. Et du coup, de l'autre côté, là, en Beauce, on a des sols stériles. Là, les agriculteurs, aujourd'hui, ils disent que c'est comme de la laine de roche, si vous voulez. Pas de NPK, pas de blé. Il n'y a rien qui pousse là-bas. Hein. S'il n'y a pas d'engrais, il n'y a rien. Et puis, c'est pas prêt de repousser, ça va durer longtemps comme ça. Il y en a même, ils ont pensé sérieusement, à faire un tuyau pour emmener la merde de la Bretagne jusque dans la Beauce, un merdoduc. Ils ont voulu faire un merdoduc.
plutôt que de se dire, ouais, on va arrêter un peu les trucs industriels, nanana, non, 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 on continue comme ça, tout va bien, un merdoduc, puis c'est réglé, quoi. Non, mais on va où là comme ça? Non, mais combien de temps ça va durer comme ça? Non, mais c'est pas possible, quoi. Alors, polarisation, et puis, donc ça s'appelle la polarisation territoriale. Et le phosphore, si on le dit à la fin en jolie rime, là, mais vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Il reste plus que 60 ans de phosphore dans les mines. C'est-à-dire que bientôt, on va en manquer, il n'y aura pas assez pour tout le monde. Ça va coûter super cher. Pas de phosphore, pas de bouffe. Mais là, c'est à l'échelle mondiale que ça se passe. En Amérique, s'ils n'ont pas de NPK, ça pousse pas. Et même s'il y a du N et du K, s'il n'y a pas le P, ça pousse pas. Faut les trois. Donc pas de phosphore, pas de bouffe. On va où comme ça? Ça va durer combien de temps comme ça? Le phosphore, mais c'est un problème, mais c'est énorme. Les militants casse-couilles, ils passent leur temps sur le diagnostic. Nous, on passe aux solutions. Un toilette sèche. Et ben voilà. Je veux dire, avec ça, c'est réglé. Je veux dire, là, on n'en parle plus, quoi. Donc, comment c'est que ça marche? Parce que le toilette sèche, évidemment, ça c'est l'erreur d'aiguillage. Je veux dire, le caca, il part dans l'eau, du coup ça pollue tout, parce que le caca dans l'eau, c'est une pollution. On va vous dire, c'est incroyable, quoi. Alors que le caca dans les champs, c'est de l'engrais. Donc je vais dire, tant qu'on chiera dans l'eau, on n'est pas prêt de s'en sortir. Et ben voilà. Nous, la solution technologique ultra moderne qui peut sauver l'humanité, on vous le dit, un toilette sèche. Alors, bon, peut-être vous connaissez ça déjà, mais pour ceux qui ne connaîtraient pas, comment que ça marche? Alors en fait, il y a... Là, on peut lever, là, comme ça, il est super beau celui-là, en plus, on est super content d'avoir ça ce soir. Merci chlorophylle. Donc, ça ressemble à un toilette normal, si vous voulez, on s'assoit là. Bon, il y a un couvercle, sur le seau, il faut l'enlever, c'est pour bloquer les odeurs, le couvercle. Vous enlevez le couvercle, et là, vous avez un seau, quoi. Alors, on met de la sueur là-dedans, d'abord, on fait pipi-caca, pipi-caca, normal, on change rien, je veux dire, ça change pas grand-chose, dans le fond, Genre, voilà, quand même, c'est quand même pas un truc incroyable dans l'humanité que de faire ça, quoi, bordel. Donc une fois qu'on a fait ça, il n'y a pas de chasse d'eau. On y met un petit coup de sueur et puis c'est réglé, quoi. Hop. Et voilà. Et l'eau elle est potable et les sols ils sont fertiles. Putain. Alors, vous êtes peut-être en train de vous dire oui, mais au bout d'un moment, le seau il commence à dire stop là. Le NPK qui est contenu dans notre caca qu'on met dans notre seau, régulièrement, on prend son seau, on va dans le fond du jardin et on va jeter son caca, son pipi et sa sueur sur un tas de compost. On laisse au repos 2 ans, on rajoute un peu de paille, un peu de feuilles mortes. Et après 2 ans, on obtient un terreau, qualité nutritive géniale, qu'on peut mettre au niveau des plantes, au niveau des productions, on peut le filer à un agriculteur. On a fermé les cycles de la matière. Le NPK est revenu à son état initial. En tout cas, moi, quand j'ai commencé à être prophète des toilettes sèches, à faire mes colloques scientifiques, l'idée, c'était de convaincre plutôt des scientifiques, des élus. Donc, ça n'a pas marché. Je vous ai dit tout à l'heure, c'était la science, les politiques n'étaient pas caca compatibles. Donc je me suis mis à essayer de promouvoir les gestes individuels, à participer à des associations qui faisaient la promotion de toilettes sèches. Et mon idée, j'étais convaincu de ça à l'époque, c'était que, en conscientisant les gens, quand les gens auraient compris les problèmes de cycle de la matière, les problèmes de l'eau, la gravité de ces choses-là, du coup, ils allaient se prendre en main, et puis individuellement, ils allaient s'équiper de toilettes sèches, et puis qu'eux-mêmes, après, ils se mettraient à faire des conférences, à parler de leur expérience, à aller convaincre leurs voisins. Ça ferait tache d'huile, ce serait génial. Le colibri, vous connaissez le colibri ? Ouais, la légende du colibri, ça j'étais fan. Imaginez une grande forêt, un incendie, et tous les animaux qui fuient la forêt. Et là, un petit colibri qui retourne vers la forêt, avec dans son bec une goutte d'eau. Là, tous les autres, ils le regardent et ils disent « Mais qu'est-ce que tu fais avec ta goutte d'eau là? Tu vas pas éteindre l'incendie avec ça ?» Puis il regarde et puis il leur dit « Oui, je fais ma part. » Ça, j'y croyais. Et vous applaudissez. Parce que moi, je me suis imaginé ce que ça me ferait si j'étais n'importe quel animal, devant la forêt qui crame, là, puis je vois le colibri qui passe. Je vais me dire, ah oui, tiens, je vais faire comme lui. Non. Vous allez vous dire ça. Moi, je vais me dire, mais il est con, le colibri. Il voit bien que ça va pas marcher. Pourquoi il fait ça? Il est débile, quoi. T'es débile, quoi. Toi, tu crois que tu vas sauver la Terre avec ta poubelle, quoi. J'y ai cru. Ou alors aussi, c'est qu'ils se disent, je vais devoir porter mon seau plein de caca. En fait, on sait bien que souvent, le problème, parce que chier dans la sueur, ça va. Non, le problème, c'est ce geste-là. C'est de faire ça, là. Et puis d'aller quelque part, comme ça là, et puis de faire comme ça, le NPK. En fait, c'est ça qui bloque les gens, c'est ce geste-là, c'est ça qui va pas. Mais c'est parce qu'il faut qu'ils le fassent eux-mêmes. Alors nous, on se dit que si on veut que ça marche, il ne faut pas laisser ça aux gens, il ne faut pas que ce soit des éco-gestes individuels, il faudrait que ce soit pris en charge, quoi. Justement, les Suédois, les Allemands, les Norvégiens, les Suisses, les Hollandais sont en train d'expérimenter des filières collectives. Ils ont proposé à des usagers, des fois plusieurs centaines, dans des villes, de s'équiper de toilettes sèches. Alors des toilettes un peu particulières. Vous avez des toilettes séparatives, dont on parlait tout à l'heure.
avec une partie pour récupérer le pipi et une partie pour récupérer le caca. Donc là, ces messieurs sont en train de dire « Oui, mais moi j'aime bien faire pipi debout. » Donc il y a aussi des urinoirs sans eau pour ces messieurs qui aiment bien faire pipi debout. Et alors après, ils ont mis en place toute une filière de collecte au porte-à-porte, notamment des urines. Régulièrement, vous avez des camions qui viennent aspirer vos citernes, ou alors qui vous redonnent des contenants vides et puis qui reprennent les contenants pleins. Le caca, des fois, ils récupèrent aussi. Et ils ont mis en place des filières de compostage, de méthanisation, de traitement collectif, où ils s'assurent de transformer ça en bon compost, en essayant au mieux de dégrader les molécules de médicaments, les hormones contraceptives, ce genre de choses, et également les pathogènes qui sont présents dans nos cacas, qui sont vecteurs de maladies. Donc les filières publiques, très solides, très cohérentes, traitent toutes ces matières-là, fabriquent un bon compost qui sent bon, qui a l'aspect de terreau de forêt, et après, avec des contrats avec des agriculteurs locaux, s'arrangent pour faire retourner ça dans les sols. Vous avez même des tracteurs en Suède avec des rampes d'aspersion qui épandent de l'urine avec de l'eau directement dans les sols à l'automne pour préparer les sols pour la saison prochaine. C'est génial. Mais comment ils font ça, quoi? Mais comment ils font? Alors c'est vrai que moi, en faisant la morale à ma famille, à mes amis, bon, je suis pas prêt de réunir le maire, les agriculteurs, les industriels d'une commune autour d'une table, quoi. Mais c'est ça qu'il faut faire, en fait, pour en arriver là. Mais ça, je sais pas. On pourrait d'ailleurs voir un petit peu là qui serait tenté par les toilettes sèches s'il y avait vraiment une filière collective de prise en charge par le public, collecte au porte-à-porte avec un minimum de maintenance. Ah, c'est pas beaucoup mieux. Ah, Si, quand même. Non, bah. là, vous n'avez pas à vous en occuper. C'est l'État qui fait. On vient chez vous, on vous prend votre caca, on vous ramène de la sueur. Donc voilà, écoutez, c'est un petit peu là où on en est aujourd'hui avec cette filière de toilettes sèches collectives. Alors concrètement, avec notre schéma, qu'est-ce que ça donne quand on met en place des filières collectives? On a les champs qui alimentent des villes. On envoie des nutriments, du NPK dans les villes, ça devient du caca, et la ville organise un retour au champ. On pourrait très bien imaginer qu'à des petites échelles, et c'est à ça que sont en train de penser nos voisins européens, on reconstitue les cycles de la matière. C'est-à-dire que l'alimentation provient le plus localement, le plus proche des villes, et le caca qui sort des villes retourne le plus localement possible dans les champs. Alors ils sont même en train d'imaginer des systèmes d'agriculture urbaine, parce qu'ils pensent que demain la nourriture devra venir de plus en plus près. Ils sont en train d'imaginer comment le caca pourrait fabriquer un engrais pour retourner dans les parcelles d'agriculture urbaine. Donc relocaliser la production alimentaire au plus proche des zones d'émission de matière organique. Refermer le cycle là, quoi. C'est le seul moyen là. Et puis c'est possible avec les villes. Il suffirait d'avoir des collectes publiques de toilettes sèches, quoi. Mais voilà, là, ce qui coince, on vous le dit, c'est le tabou du caca, quoi. C'est le tabou du caca. Et puis aussi, moi, je vois pas comment rassembler tout le monde autour de la table, mais de toute façon, les gens, ils y viendront pas, moi. Moi, je pense qu'il faudrait dépasser le tabou du caca. Il faudrait que les gens, ils se rendent compte qu'en fait, là, c'est de la nourriture qui rentre dans les villes, mais que là, le caca, que si on le met avec un peu de sueur, un peu de broyat, un peu de n'importe quoi, un peu de terre, en fait, ça redevient de la terre, ça redevient du terreau, ça ferme le cycle. Et ça, les gens, ça rentre pas là-dedans. Alors avec Samuel, on a bien cherché des moyens, quoi, de faire en sorte que les gens ils puissent dépasser leur tabou du caca, quoi. Puis tiens, on va peut-être ramène. Parce qu'il est Là, je pense qu'ils commencent à avoir peur, mais ils sont pas au bout de leur surprise. Alors ce qu'on vous propose, ça va être de faire une petite pause, un petit entracte, rapidement, le temps qu'on change la décor, qu'on prenne le temps de boire un verre, de parler de caca pipi autour d'un verre. Mais avant de partir, vous proposez de venir dépasser le tabou du caca en venant mettre les mains dans ce seau composté qui provient d'un festival, il y a 2 ans. Je crois que c'est l'association Chlorophylle qui nous a rapporté ce caca de festival composté, QV 2010. Et donc pour dépasser le tabou, de venir mettre les mains dedans. Alors vous allez voir, des fois il y a des petites graines, des petits agglomérats là, donc si vous écrasez ça, c'est pas du tout du caca qui est pas composté, ça sent pas. Ce geste pratique pour nous est un très très bon moyen de dépasser le tabou. Vous pouvez sentir aussi, ça sent la forêt, 2 ans d'âge, ça peut retourner dans les champs. Donc là on vous le garantit, 100% caca, 100% pipi, 100% sûr, il y a ça et que ça. Vous attendez 1 an et demi, 2 ans, vous avez du terreau, on dirait de l'humus de la forêt, quoi. Alors à Carpentras, levez la main, ceux qui ont mis les mains dedans. Waouh, ok. Ok.
Eh ben, Carpentras, bravo. Hein. Là, je crois que ça dépasse Paris, qui était déjà énervé contre les Cévennes, qui ne voulait pas se laisser faire en tant que Parisien. Carpentras, voilà. Nous sommes donc à Carpentras ici ce soir. Donc dans mes études pour devenir un génie de l'environnement, on est parti d'un point de départ dans l'histoire de l'humanité qui était le progrès des toilettes à eau. On considérait que ça avait permis des fabuleuses avancées en matière d'hygiène, de santé publique. C'est vrai. On nous a fait étudier des textes des hygiénistes de l'époque qui racontaient les états de maladies infantiles, etc. Et du coup, que les toilettes à eau étaient la solution pour résoudre ces problèmes de diffusion des épidémies. Mais ce qu'on ne nous a pas raconté quand on devient un futur génie de l'environnement, c'est qu'il y a eu des grosses protestations au moment où se sont mis en place les toilettes à eau et le tout à l'égout. Des grands scientifiques, des auteurs comme Victor Hugo, ils protestaient très fermement contre le fait de mettre les cacas dans l'eau, parce qu'ils considéraient que c'était une matière qui devait retrouver les champs, c'était l'or noir. Et donc de grandes protestations. Mais ça, du coup, on ne me l'a pas du tout appris en tant que génie de l'environnement. Le point de départ, c'était le progrès des toilettes à eau. L'eau, on la salissait avec les toilettes, et donc il fallait trouver comment épurer l'eau. La première étape de l'assainissement, c'était comment évacuer tous les flux en dehors des villes. La deuxième, vu que les eaux sont sales, arrivent dans les rivières, plus l'eau, les poissons remontent, les riverains protestent. Il faut mettre en place cette deuxième étape de l'assainissement qui est l'épuration. Et c'est peut-être ce qu'on va commencer à vous expliquer. À partir du moment où on a mis en place les toilettes à eau, qu'est-ce qu'on a rejeté comme polluant dans les rivières ? Alors, évidemment, on l'a dit, dans ces eaux, on mettait du caca. D'un point de vue chimique, vous vous rappelez le PowerPoint slamé, c'est du NPK. Alors le NPK, c'est génial pour le sol, par contre, c'est une grosse saloperie pour l'eau. Si vous envoyez ça dans les rivières sans enlever le NPK, vous allez avoir tout un tas de bactéries qui vont se développer, qui vont venir se nourrir de NPK. C'est très chouette, on leur donne à manger en fait. Et on a en même temps consommation de tout l'oxygène des rivières. Les animaux des rivières, les poissons meurent, la flore meurt. On a des cours d'eau qui progressivement deviennent des eaux mortes. Des développements de marées vertes également. Et le NPK, une fois dans l'eau, rapidement avec le travail bactérien, on va avoir une dégradation et obtenir du N, du P et du K. Donc tout ça, pareil, des problèmes de marée verte, des problèmes de mort des cours d'eau. Que retrouve-t-on également dans ces eaux du départ ? Le PQ. Donc aujourd'hui, on a 9 kg par an par habitant. Je le mets au niveau des villes, émissions au niveau des villes. Dans le caca, on trouve également les pathogènes, responsables de maladies. Alors ces pathogènes, ils font partie de nos systèmes digestifs. C'est naturel. Le problème, c'est que quand ils se retrouvent dans l'eau, ils tiennent très très bien. Et si ça revient d'une manière ou d'une autre à l'alimentation humaine, c'est vecteur de maladies, de diarrhée, voire dans des cas plus graves comme Haïti, des épidémies de choléra, de la peste passait aussi par ces bactéries. Et quand les égouts se sont mis en place pour évacuer les flux en dehors des villes, rapidement, les premières industries en fait, ont trouvé ça très pratique aussi de rejeter leurs eaux industrielles dans ces eaux usées domestiques. Donc on retrouve également des polluants souvent industriels. Alors là, c'est plutôt des métaux lourds, ce genre de choses. Puis enfin, on peut se l'avouer, quand les toilettes à eau ont été mises en place, on a trouvé que c'était très pratique en fait, de jeter tout un tas de trucs dont on ne savait pas quoi faire. Et rapidement, les toilettes à eau sont devenues des poubelles à eau. Donc voilà le genre de trucs qui étaient rejetés. Alors ça n'existait pas forcément tout au début, mais c'est le genre de polluants qu'on retrouve aujourd'hui dans les eaux usées. Dans les eaux usées des villes, donc des Tampax, ce dont on ne sait pas quoi faire. À partir de là, à partir de cette brochette collection de polluants, on comprend bien que si on rejette tout ça dans la rivière, rapidement ça va poser quelques problèmes. Et c'est là qu'on s'est dit qu'il fallait, après avoir choisi de salir l'eau, il allait falloir la laver. Ce sont donc les débuts de l'épuration. On est en 1900. On vous raconte l'histoire. Oh, bah le bordel, il y a monsieur le maire qui veut que je nettoie l'eau maintenant. Paraît qu'il faut laver l'eau maintenant. Bah, dis donc. Ah, bah c'est vrai que c'est crado là-dedans. Hein. Bon, bah alors qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire ?
Alors en premier, on va y mettre un coup de passoire géante. Là, prendre une grosse passoire là, avec des grosses mailles, puis bah, vous enlevez les bouts qui flottent. Hein. Alors il y a quoi là-dedans comme bout qui flotte? Alors on va récupérer quoi avec ma grosse passoire? Bah ces machins là. Ah, ah bah dis donc. Ah, monsieur le maire, il va me payer un autre truc, parce que là, ça tient pas bien la route, mon machin. Alors, il y a quoi donc? Pareil, les gros bouts, bah, je vais enlever les gros bouts de ça, là, ça retombe. Eh ouais, mais ça crée du suspense, hein, c'est fait exprès. Et puis, bah, quoi d'autre? Eh bah, les gros bouts de caca, voilà. Voilà. Alors ça va être la grosse passoire géante, hein, la première étape. Puis, bah, une fois que c'est fait, ça, monsieur le maire, il me dit que c'était pas encore assez propre. Bon, l'idée, c'est que ça ait l'air propre, hein. De toute façon, tous les trucs là, on les voit pas. Hein. Moi, je sais même pas que ça existe, tous ces machins-là. Hein. Moi, je savais même pas qu'il y avait ça dans l'eau. Hein. Alors après, on va y mettre un bassin de décantation. Donc, le bassin de décantation, l'idée, c'est que toute l'eau, ça stagne, on attend, ça descend. Vous avez des bouts qui descendent là. Et puis bah, après, l'eau, on la relâche. Donc tout ça, pout, dans la rivière. Et dans mon bassin de décantation, je vais récupérer quoi? Bah, je vais récupérer tous les micro-bouts de caca et tous les micro-bouts de PQ. Ça va redescendre, ça va faire des bouts. Alors vous allez me dire, du caca et du PQ, on pourrait refoutre ça dans les champs après. Peut-être que les agriculteurs ils pourraient reprendre. Ben, ils en veulent pas. Hein. Vous savez pourquoi ils en veulent pas? Parce qu'il y a tout ça dedans aussi, des pathogènes. Hop, dans mes bouts là, eh ben, j'ai du caca, du PQ et du pathogène. Eh ben, à cause de ça, ils en veulent pas. C'est que ça donne des maladies partout. Hein. Donc les agriculteurs ils disent, tant qu'il y a des pathogènes de partout là-dedans, nous vos bouts on n'en veut pas. Bah les bouts, bah, on sait pas trop quoi en faire. Hein. Alors bah, en fait, on les sèche. Puis bah, après, on les enterre. Ou des fois, chez l'incinérateur, bon, on les brûle. Mais en tout cas, ça ne retourne pas dans les champs. Hein. On sait pas trop quoi foutre avec. Puis bah, le reste, bah, ça se voit pas. C'est encore un peu crado dans les rivières, mais au moins visuellement, ça n'a pas trop l'air. Alors, bah, ma foi, ça va bien comme ça. « 1950, là, ça devient une affaire sérieuse. Bon, les rivières vont toujours pas bien. On en voit toujours tout un tas de cochonneries, malgré les premières étapes d'épuration. Donc là, l'épuration, ça devient un truc d'ingénieur biologiste. Ils ont trouvé quelque chose, c'est qu'en mettant des grands bassins dans lesquels on mettait les eaux usées et en cultivant des bactéries, des gentilles bactéries, on allait réussir à manger le NPK. Donc, les bactéries mangent le NPK, et une fois qu'elles ont fini leur boulot, on les laisse reposer, elles descendent dans le fond des bassins, elles fabriquent des boues secondaires, et à partir de là, on peut rejeter tout le reste à la rivière. Donc là, on était assez contents de nous, hein, quand même, du coup, parce que là, les performances sur le NPK, on atteignait 50, 60%. Aujourd'hui, on fait vachement mieux, on est plutôt autour de 60, 80% du NPK qui est enlevé des eaux, comme ça. Et on rejette le tout à la rivière. Alors le problème, c'est qu'on s'est rendu compte autour des années 90 qu'il y avait toujours tout un tas de NPK dans les rivières, donc ça ne suffisait pas. Donc on a inventé des nouvelles techniques d'épuration, biologiques encore, une troisième étape, avec des nouvelles bactéries qui vont, elles, manger le N, le P, le K, donc qui essayent d'en enlever une grosse partie aussi, mais ça, c'est vraiment dans les grandes villes. Il faut savoir que dans la majorité des petites communes aujourd'hui, qui n'ont pas trop de sous, milieu rural, etc., on s'arrête à la seconde étape. Les boues qui tombent au fond des bassins, qui sont des bactéries qui ont mangé du NPK, c'est plein de NPK. Hein. C'est pareil, on pourrait ramener ça dans les champs. Hein. Sauf qu'on a encore des pathogènes, on a aussi des résidus de l'industrie avec des métaux lourds, donc les agriculteurs, ils n'en veulent pas trop. Donc on les brûle, on les incinère, on les dessèche, et on a seulement une petite partie, la moitié, qui retourne dans les champs. « 1990, troisième étape de l'épuration. Donc là, ça rigole plus, je veux dire. Là, maintenant, ça se passe en costard, c'est de la haute technologie, on n'est plus dans le même monde, quoi. Bon, déjà, on s'est rendu compte que, en fait, c'est un peu plus compliqué que ça, là, si vous voulez. Déjà, les pathogènes, il en reste toujours un peu. Et en plus, dans l'eau, il y a un effet shaker. Alors, si vous voulez, les pathogènes, dans le caca, il y en a. Quand le caca, on le met dans de la terre ou dans de la sueur ou quoi, ça se composte. Les pathogènes, ils vont réussir à être détruits au bout d'un moment. Le problème, c'est que dans l'eau, ils sont bien, les pathogènes. Ça vous vient de NPK. Il y en a plein partout. Ça se reproduit, ça fait des petits. Vous mettez un petit caca, trois petits pathogènes au départ, vous avez des milliards de pathogènes à l'arrivée. Donc des pathogènes, il y en a à gaver. Tiens, il n'y a plus de pince à linge, dis donc. J'en ai où, vous dites? Ouais, mais ça va pas me suffire. Bah, c'est pas grave. On va y aller comme ça.
Alors des pathogènes, là on en a mis 3, il y en a plein, quoi. On s'est rendu compte de quoi d'autre? Eh bien on s'est rendu compte qu'il y avait les médicaments. On vous l'a dit tout à l'heure, hein, chaque fois qu'on prend des médocs, le corps il assimile 40% du médicament, les 60% qui restent, qu'on a pourtant mangé, hein, ça ressort par l'urine. Donc là du coup ça veut dire que sortent des villes, si vous voulez, un mélange de tous les médicaments consommés par la ville. Un mélange de Viagra, d'antidépresseurs, enfin tous ces trucs super chouettes, mélangés ensemble, ça fait un super cocktail, hein, les poissons adorent. Et puis après on a tous les détergents, quoi, tous les produits ménagers. C'est vrai que moi, ma grand-mère, elle n'utilisait pas ces trucs-là, en fait. Elle prenait du savon de Marseille, du vinaigre blanc, enfin. Mais aujourd'hui, là, il y a toute la panoplie, hein, les parfums de synthèse, les moussants, les anti-moussants, etc. On est rendu à 100 000 molécules pétrochimiques utilisées par l'humanité aujourd'hui. 100 000 molécules pétrochimiques. Les médicaments, c'est 3300 molécules, hein, sur les 100 000. Vous vous rendez compte? 100 000 molécules pétrochimiques. Bon, voilà, donc ça, les 100 000 molécules, j'en ai encore une là, c'est ça, hop. On met ça là-dedans. Et puis, détergents, produits chimiques, les pathogènes, enfin... Donc là, maintenant, ce qu'il faut faire, si vous voulez nettoyer un petit peu ça, tout ça, ça ne se voit pas, hein, tout ça, c'est vraiment complètement invisible, hein. Donc si vous voulez nettoyer tout ça, eh ben, il va falloir faire des stations très haute technologie. Là, on est vraiment dans de la micro-passoire, si vous voulez comprendre, procédé d'ozonation, c'est très complexe, hein. Donc l'idée, c'est d'avoir des micro-passoires pour récupérer une partie de tout ça, Donc on va récupérer une partie du NPK, on va récupérer une partie des pathogènes, mais il en reste un peu encore de tout ça, hein. Il en reste encore un peu, hein. Bon, alors ceci dit, il faut savoir ce qu'on veut. Je veux dire, soit on met le prix et on fait ce qu'il faut pour nettoyer l'eau, pour garder de l'eau à peu près convenable dans les rivières, hein, parce que de toute façon, les rivières, c'est aussi là-dedans qu'on va pomper pour choper de l'eau potable, hein, donc il faut savoir ce qu'on veut aussi, hein. Donc il n'y a pas trop le choix, je veux dire, là, l'avenir, maintenant que le pli est pris, je veux dire, si on fait caca dans l'eau, etc., là, maintenant, il va falloir augmenter la technologie pour réussir à nettoyer tout ça, hein. Polluer, nous dépolluerons, c'est parti comme ça. Bon, là, ça a commencé à déconner grave, hein, quand j'ai compris tout ça avec mon histoire de génie de l'environnement, hein. Bon, on est parti du tout à l'égout, on a choisi de salir l'eau, maintenant il faut commencer à la laver, et puis plus on lave, plus on se rend compte qu'il y a des polluants qu'on avait oubliés, donc plus il faut développer des nouvelles technologies. Là, j'ai commencé à me poser la question du sens, quoi. Est-ce que ça avait du sens, ce truc-là? Alors en parallèle, je me suis mis à voyager là, pour la planche à voile, du coup, aller me balader aux quatre coins de l'Europe, du coup, là où il y avait des bonnes conditions, notamment dans des pays où on n'avait pas trop d'argent. Et toutes ces techniques d'épuration auxquelles on est en train de me former, je me disais, ils n'ont même pas les premiers principes de traitement secondaire, tertiaire, ils ne sont pas près de l'avoir, quaternaire, ils ne l'auront jamais. Et là, j'ai compris un truc, c'était que l'écologie, c'était un truc de riche. L'écologie auquel on me formait en tant que génie de l'environnement, c'était pour qui, bordel? Ça nous fait croire qu'on manque d'eau en France, qu'il faudrait économiser l'eau. Mais c'est pas du tout la question. La question, c'est pas d'économiser l'eau. Fermer l'eau du robinet quand on se brosse les dents. Mais on s'en fout. De l'eau, il y en a plein en France. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il ne faut pas la polluer. Donc si vous avez des toilettes sèches et que vous arrêtez de chier dans l'eau, après des bains, vous pouvez en prendre tous les jours, quoi. Regardez donc ce qui se passe. Imaginez que vous chiez plus dans l'eau et que vous pissez plus dans l'eau. On pisse plus dans l'eau, pac. Ah non, ça c'est les métaux lourds. On pisse plus dans l'eau, les médocs, ils sont déjà par terre. Les médocs, ils sont déjà par terre, là. Plus de médocs. Ça de moins à traiter dans les stations d'épuration. Si on chie plus dans l'eau, plus de pathogènes, plus de pathogènes, plus de pathogènes, plus de NPK, plus de N, plus de K, plus de P. Qu'est-ce qui reste? Les industriels, dont il ferait bien de se démerder eux-mêmes avec leurs résidus, plutôt que d'exiger de la collectivité qu'elle le fasse. On pourrait très bien demander aux industries qu'elles traitent en interne l'euro, plutôt que de balancer ça, que ce soit aux stations d'épuration de le faire. Puis il reste toute la pollution domestique, ou les détergents, tout ça. Il suffirait de revenir un peu aux produits vinaigre blanc, savon de Marseille, c'est pas très compliqué en fait. Et on pourrait se passer de toute la technologie d'épuration de la flotte, quoi. Et là, du coup, ce que je me suis rendu compte, c'est que, oui, en fait, des bains, si on chiait tous dans la Sûre, on pourrait tous prendre des bains tous les jours. On manque pas d'eau. Ce qui nous fait peur avec ce truc-là, c'est Anne Spiteri. C'est une dame en qui on a puisé pas mal de matière pour cette partie-là du spectacle.
Et ce qu'elle nous explique, c'est que maintenant, la qualité de l'eau en France, elle est déjà trop abîmée et que c'est trop tard. C'est trop tard pour maintenir une eau potable durablement. Les industries, la pollution domestique, les 100 000 molécules pétrochimiques, dont on commence à peine à voir les seuils dépasser des seuils critiques, si vous voulez, dans les rivières. On ne connaît absolument pas les interactions entre ces 100 000 molécules pétrochimiques. Donc en fait, on a un cocktail explosif devant nous. Et elle, de son point de vue de directrice de l'Institut français de l'environnement, quand même, hein, c'est pas n'importe qui, elle dit voilà, on n'y arrivera pas, on n'y arrivera plus. Il faudrait équiper toutes les villes en stations de très haute technologie. Donc ce serait des coûts absolument énormes. Donc rien que le temps de le faire, déjà, on n'y arrivera pas. Et les éco-gestes ne vont pas suffire non plus. Hein. Même si tout le monde ferme le robinet quand on se brosse les dents, ça ne suffira pas. L'eau potable, ça a duré un petit temps dans l'humanité. Ben, c'est bientôt fini. Ce qu'elle propose, parce que pourtant elle propose quelque chose pour rapprocher ce pilier-là, ben, elle dit en fait qu'il faut abdiquer. Il faut abdiquer sur l'eau potable, mesdames, messieurs. Il faut passer à une eau hygiénique. Ce qu'elle nous apprend de Spiteri, c'est que sur 165 litres d'eau potable, ça ne nous l'apprend pas, on aurait pu le trouver tout seul. On a besoin de combien de litres d'eau potable vraiment sur 165 litres 2. Qu'est-ce qu'on s'emmerde à potabiliser 163 litres qui servent à se doucher, à arroser son jardin, à laver sa bagnole, à chier dedans. C'est quoi ce truc-là, quoi? Elle dit pour tout ça, on pourrait suffire d'une eau qu'elle appelle hygiénique. C'est-à-dire, on prend l'eau dans son état actuel, et puis on la traite de manière beaucoup plus légère. C'est-à-dire ce qui va revenir dans les villes, là, on la traite de manière beaucoup plus légère. Elle ne sera pas potable, mais ça sera largement suffisant pour prendre sa douche, pour nettoyer sa bagnole, pour arroser son jardin. Et les 2 litres d'eau potable, eh ben, elle dit qu'il y a suffisamment de nappes phréatiques proches des villes, de très bonne qualité. Il n'y en a pas assez proches des villes pour fournir à chacun 165 litres d'eau potable par jour. Par contre, il y en a assez pour offrir à chacun 2 litres d'eau potable par jour. Et surtout si on faisait ça, parce qu'évidemment, Spiteri, son premier principe pour sauver l'eau, c'est les toilettes sèches. Et elle dit, vous vous rendez compte, si on arrête de chier et de pisser dans l'eau, on aurait besoin d'une épuration très légère, en fait. Donc un traitement très léger de l'eau ici, puis une épuration très légère, parce que du coup, il y aurait très peu de choses à faire pour rejeter dans l'eau, dans les rivières, une eau qui soit acceptable pour les rivières. Il existe des solutions très très faciles, à échelle individuelle, pour se débarrasser de ce genre de saloperie qu'on nous vend aujourd'hui. Il ne reste plus que les industries. Hein. Donc les industries, faudrait négocier un peu avec elles, plutôt que de dire amen à tout ce qu'elles font. Elles ont commencé. Ça a un peu commencé, ouais. Donc c'est vrai que c'est quand même, ça progresse. Hein. Il faut dire ce qui est, au fur et à mesure qu'on prend conscience de la pollution énorme générée par les industries, ça progresse. On peut toujours trouver que ça ne va pas assez vite. Oups. Donc du coup, si on traite un peu avec les industries, ça y est, c'est bon. On pourrait rapprocher ça, quoi. Et avec mes histoires de toilettes sèches, d'eau alternative, etc., je me suis dit, peut-être que le premier pas à faire, la première clé, ce serait déjà de reprendre l'eau en gestion publique et après de réfléchir à des systèmes alternatifs. Donc là, il y a des espèces d'associations de conseils qui sont nées en France aujourd'hui, qui appuient les collectivités à la remunicipalisation. Il y a même une agence européenne, Aqua Publica Europa, qui regroupe toutes les municipalités qui ont réussi à remunicipaliser l'eau pour donner des conseils aux suivantes. Et j'ai commencé à baigner dans ce milieu-là. Et je me suis rendu compte d'un truc, c'est que ce schéma d'eau publique, d'eau gérée en public, restait rigoureusement sur un schéma industriel. On continuait le toilette à eau, on continuait d'utiliser n'importe quel produit, on continuait d'avoir des grandes stations d'épuration concentrées. Et du coup, l'État, les collectivités seraient chargées de épurer les saloperies que chacun de nous mettrait dedans. Donc, j'ai trouvé ça profondément déresponsabilisant, du coup, plutôt que de miser sur le tout lavage. Et puis surtout, si on reste dans ces schémas avec les toilettes à eau et les produits ménagers n'importe comment, si on remunicipalise tout ça, au fond, le débat, ça va être quoi? Est-ce qu'on veut mourir d'un cancer privé ou est-ce qu'on veut mourir d'un cancer public? Et au Forum alternatif mondial de l'eau, qui s'est tenu à Marseille, on a voulu partir là-bas pour essayer d'en parler avec tous les militants de l'eau, mais ça n'a pas été facile. Ils ont qu'un mot à la bouche, c'est remunicipalisation. Alors c'est vrai que c'est la première étape, mais franchement, moi je ne sais pas comment leur faire comprendre qu'il
Une gestion industrielle de l'eau, fût-elle publique, on sort pas du système, quoi. Enfin, regarde, le pilier, il reste là-bas, quoi. Même si c'est public, quoi. Ça marchera pas, ce truc-là. Et moi, je sais pas bien comment faire. Parce que si déjà les militants casse-couilles de l'eau, ils refusent d'entendre ça, comment vous voulez faire, vous, avec la population? Comment vous voulez faire avec les élus? Comment vous voulez qu'on s'y prenne avec tous ces gens-là, quoi? Comment faire pour que la société comprenne l'intérêt de rapprocher le pilier, là, d'avoir des circuits courts de l'eau, quoi? Pourtant, c'est peut-être ça l'idée. C'est-à-dire, l'idée, c'est que ce soit les élus qui nous imposent ça. Si on attend que les gens individuellement, par des éco-gestes citoyens, prennent sur eux de chier dans la sûre, d'amener leur seau de caca, je ne sais pas où, à l'extérieur des villes, mais on n'y arrivera jamais. Il va bien falloir qu'il y ait un volontarisme politique pour nous sortir de là. Soit les élus mettent ça en place, des filières gérées publiquement, de caca en porte-à-porte, et puis d'eau potable aussi. Qui a la solution au problème de l'eau et des sols si on ne fait pas en sorte que les gens aient des toilettes sèches? Eh bien, ceux qui ont la solution, je vais vous le dire, vous vous en doutez, hein. C'est eux. Ils vont vous rassurer, ils ont la solution, mesdames, messieurs. Donc si on ne passe pas tous aux toilettes sèches, ce qui va nous arriver, c'est déjà le cas, c'est ça. Donc on a hésité dans la conférence à vous expliquer tout ce qui faisait de mal. Puis on a trouvé que c'était vraiment trop casse-couille, trop militant casse-couille. Alors c'est pas ça ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire, c'est que, comme on est bons joueurs, on va leur laisser la parole, mesdames, messieurs. On va leur laisser la parole, et puis ils vont vous expliquer c'est quoi notre avenir, qu'est-ce qui va se jouer là. Pour faire ça, on va vous envoyer une petite musique, le genre de musique qu'ils utilisent pour faire ce genre de communication. Puis je vous demande d'applaudir, mesdames, messieurs, la VOLES des eaux. Messieurs, dames, il y a quelques mois se tenait le Forum mondial de l'eau. Avec nos partenaires politiques, nous avons fait de cet événement une vitrine du savoir-faire national, le symbole de l'école française de l'eau. La VOLES des eaux est leader mondial, présent dans 66 pays, possédant près de 100 000 employés et générant un chiffre d'affaires de 12 milliards. Nous intervenons également dans les domaines des déchets, de la propreté, du chauffage, des transports, la restauration collective et les pompes funèbres. Ce forum mondial a illustré tous nos espoirs. Il a marqué l'ouverture du temps des solutions. Face aux crises actuelles, en raison de l'urgence environnementale, tandis qu'une partie de la population mondiale n'a toujours pas accès à l'eau, tandis que les pressions sur les ressources s'accroissent, messieurs, dames, plus que jamais, l'eau est un défi industriel. Jusqu'alors, nous avons excellé dans l'assainissement et la potabilisation. Vous polluez, nous dépolluons. Nous possédons la maîtrise de la plupart des technologies modernes. Nous avons investi la recherche et avons même notre propre université. Nous déposons sans cesse de nouveaux brevets sur les traitements des eaux, sur les traitements des boues. À l'horizon 2020, messieurs, dames, nous vous promettons que les usines de dépollution seront des bioraffineries avec de nouveaux traitements biologiques plus intensifs et plus spécifiques afin de dépolluer les eaux usées et de les valoriser en bioénergie et en biomatériaux. Demain, face aux crises annoncées, nous allons agir également sur la disponibilité de la ressource en eau, le recyclage, le dessalement, la recharge des nappes phréatiques. Seules les capacités d'investissement du privé peuvent assurer un avenir à l'humanité. C'est pourquoi nous sommes également présents à l'international et notamment dans les pays en développement. Nous vous remercions à ce sujet de nous soutenir sur cet engagement. Messieurs, dames, l'eau est un défi industriel. Merci. Non mais ça va pas, non mais coupez-moi cette musique là, non mais c'est quoi ce truc là, non mais monsieur, non mais qui va payer là, non mais c'est incroyable. Moi je veux dire des tribunes pareilles, je le laisse pas faire. Moi s'il fait une tribune comme ça, moi aussi je peux sortir ma tribune, il n'y a pas de raison. Moi je suis élu municipal, et donc maintenant on va discuter un peu si vous voulez bien. Donc monsieur, c'est ça, VOLES des eaux, c'est ça, le modèle mondial que vous essayez d'exporter grâce au forum alternatif mondial, grâce au forum mondial de l'eau. Alors dites-moi donc monsieur, le prix de l'eau, le prix du mètre cube, la station, comment ça fonctionne tout ça? Moi je vais vous dire un truc monsieur, c'est que tout ce que vous nous racontez là, ça va coûter extrêmement cher. Et moi en tant qu'élu municipal, je ne veux pas me laisser faire. Cherbourg l'a fait,
Rouen l'a fait, Paris l'a fait, Grenoble l'a fait, je vais remunicipaliser. C'est fini ce truc-là. Non, mais monsieur le maire, comment vous allez faire là? C'est pas sérieux. L'eau, c'est plus l'eau de Gérard, l'employé municipal, hein. Maintenant, l'eau, c'est très technique. Et puis juridiquement, économiquement, je vais vous dire, c'est d'une complexité sans nom. Vous avez perdu complètement le savoir-faire, monsieur le maire. Mais il me prend pour un lapin de 3 semaines celui-là, hein. Et moi je vais vous dire ce que je vais faire, je vais réembaucher des ingénieurs, des techniciens. Maintenant, moi, j'en ai parlé avec les maires des autres grandes villes là. Dès qu'une mairie remunicipalise, ils sont nombreux de chez vous à postuler chez nous. Ils ne supportent plus de travailler chez vous. C'est pas vrai. fini ce truc-là, je vais réembaucher mon monsieur. Et la station, on va la moderniser avec ces gens-là, pour qu'ils puissent travailler dans l'eau avec une éthique, monsieur. Depuis les années 1980, nous débauchons tous les grands ingénieurs des grandes écoles françaises, des grandes collectivités. Nous avons conquis tout le savoir-faire. Il n'y a plus du tout de recherche, ou quasiment plus de recherche publique en matière de technologie de l'eau. Nous avons les universités, nous avons les brevets, les ingénieurs. Comment vous allez faire? Qui va s'occuper de la station? Allez, monsieur le maire, laissez tomber. Vous allez nous laisser le côté technique, et puis on va couper la poire en deux. On va vous proposer une espèce de copain-copain, un partenariat public-privé. Oh non, 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 alors ça, non, 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 alors je vous coupe tout de suite. Ça, c'est hors de question. Vous connaissez ces trucs-là, mesdames, messieurs? Partenariat public-privé, PPP. Mon œil, oui, PPP. Privatisation programmée, c'est ça que ça veut dire, hein, du public. Voilà, privatisation programmée du public, c'est ça que ça veut dire, mesdames, messieurs. Donc non, moi ce que je vous dis là, c'est que ça, ce que ça signifie, c'est que les pertes sont socialisées, les pertes c'est pour nous, et les bénéfices c'est pour eux. Donc ça c'est hors de question. Il n'y aura pas de privatisation, c'est hors de question. Les PPP, hors de question. Remballez-moi ça, j'en veux pas. Attendez, monsieur le maire, si vous commencez à Non, nous non, je menacer, paierai pas, c'est ça ce qui va se passer. certains ont essayé de nous menacer, comme ça, du coup. Bruxelles, on leur a construit une station high-tech. Oxydation par voie humide. Je crois que vous connaissez ça à Carpentras. Un fleuron de technologie. Et puis finalement, ça marchait pas très bien. Bon, on n'était pas encore vraiment au point, on l'est toujours pas. Toujours est-il que ça coûtait des millions, ça marchait pas très bien, la municipalité à un moment a commencé à hausser le ton, et puis ils ont arrêté de nous payer. On a ouvert les vannes de la station d'épuration. 10 jours. Les eaux usées qui partaient directement à la rivière. Nous sommes victimes d'un hold-up international pour leur compte à eux. La loi Audin-Santini, c'est une taxe qui est prise sur chacune de vos factures d'eau. Mais cette taxe-là, vous voulez ce que je vous dis, son sens? Je vais vous la lire. Cette taxe-là, c'est authentique, hein. Cette taxe-là, elle permet une exportation du modèle français de gestion de l'eau, mais aussi un moyen de compléter utilement la conquête de marché par les grands groupes français. Vous vous rendez compte un peu de ce qu'ils sont en train de faire là? Avec notre argent public, ils vont prospecter des pays là pour essayer de privatiser l'eau. Tout ça avec l'argent public des contribuables français. Et vous en êtes fiers de cette taxe-là, c'est ça, monsieur? C'est hors de question. Moi, j'arrête de financer ça, j'arrête de payer. Ce sont vos élus. Mes élus, comment ça? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Allez-y, je vous écoute. Allez-y. Attendez, monsieur le maire, on va trouver un arrangement. Vous voulez pas un stade? On vous finance un stade. Allez, une patinoire? Une équipe de basket, comme à Grenoble. Monsieur le maire, on peut s'arranger, on adore le sport et la culture. Et moi, je vais aller au Forum alternatif mondial de l'eau. C'est fini, moi je discute plus avec des gens comme ça, moi c'est fini. Messieurs, dames, l'eau est un défi industriel. Je vous remercie. Alors c'est ça, on est paumé aujourd'hui, je m'occupe plus d'eau, je m'occupe d'habitat groupé. Et je suis confronté dans mon quotidien à une espèce de schizophrénie. Ayant maintenant conscience, comme vous ce soir, de l'ampleur des enjeux, de l'eau, des sols, la privatisation de l'eau, les mécanismes politiques qui se mettent en place, qui invitent normalement à des changements radicaux et la lenteur des changements de nos sociétés. Je le vois bien dans l'habitat groupé, ces histoires de même mutualiser des bouts de garage, des bouts de matériel, les heures de discussion qu'il faut. Donc comment concilier au quotidien ce décalage entre radicalité et puis lenteur, les changements culturels? On ne sait pas. J'opposerais bien une sorte de totalitarisme. Je m'y retrouverais mieux politiquement, si vous voulez. C'est-à-dire que là, pour empêcher la VOLUS des autres de faire son cinéma, je veux dire, il y a une prise en charge par l'État, et puis on rationne l'eau. Je veux dire, là, si on n'est pas capable de la gérer, on a tous 30 litres d'eau par jour, et puis voilà, au bout de 30 litres, le robinet, il ne marche plus, quoi. Techniquement, on saurait faire, je veux dire. Des fois, moi, je me dis que ce serait pas plus mal. Mais en même temps, qui va voter pour ça? Je vois bien que ça marchera jamais. Si je vous dis, bon, allez, je fais un programme, au bout de 30 litres, votre robinet, il marche plus. Qui c'est qui vote pour moi, là, dans la salle?
Ouais, d'accord. Ouais. Ça marchera pas non plus, hein. Bon, avec les copains génie de l'environnement, là, pendant nos études, on était très en colère, hein. C'était la colère qui commençait à monter un petit peu quand on commençait à comprendre toutes les pollutions qui étaient générées, et puis dans notre vision de bisounours de l'époque, absolument pas politique, hein. Il faudrait monter en fait un GIGN de l'environnement, une espèce de troupe d'intervention qui irait filer des claques là, aux méchants pollueurs, aux vilains privés, etc. Bon, la plupart d'entre eux bossent à la VLES des eaux maintenant, hein. Donc j'ai du mal à prêter des sentiments de prédateur à mes anciens collègues. Je ne le pense foncièrement pas. Ce sont des gens qui sont très concernés par la qualité des eaux. Le fait qu'aujourd'hui, il n'existe plus de véritable service public technique de l'eau, ils sont obligés de bosser là-bas. Au quotidien, comme la plupart des techniciens de la VLES des eaux, je pense qu'ils font leur boulot de manière très très consciencieuse. Donc attribuer aux gens de Veolia une logique de prédation, c'est peut-être pas par là que ça marche. Donc on est perdu. On est perdu aujourd'hui. On ne sait plus comment militer, sur qui taper, avec qui taper, que préconiser. Puis on est perdu, puis en même temps, on voit bien toutes les pistes. Alors voilà, en fait, on s'est mis à gamberger sur ces mecs qui avaient réfléchi à comment transformer la société. En fait, voilà, faut revoir la démocratie, en fait. C'est ça le truc à la base. On n'y arrivera pas sans, hein. Politiquement, comment qu'on s'organise, quoi. Donc là, en préparant la conf, on est retombé sur un schéma de Jean Jaurès. Et il dit qu'en fait, il y aurait 3 pôles, 3 piliers. Ce serait comme un tabouret à 3 pieds, et qu'il faudrait qu'il tienne debout le tabouret pour que ça se transforme. Pour que ça tienne debout, il faudrait que chacun de ces 3 piliers soit bien solide, en fait. Alors, il disait que le premier des 3 piliers, ce serait le pilier expérimental. Et le pilier expérimental, il dit, c'est tous ceux qui nous démontrent qu'il est possible de fonctionner autrement que dans le système actuel. C'est valable pour toutes les causes, hein. Donc pour tous les militants casse-couilles, vous abordez ça, vous mettez ça sur votre sauce, puis ça marche, quoi. Alors le pilier expérimental, pour nous, on s'est rendu compte que ce serait ce qu'on vous a raconté dans la première partie, un peu la deuxième, c'est-à-dire comment on met en place des systèmes de filières courtes de toilettes sèches, du ramassage au porte-à-porte de toilettes sèches, de vidange de toilettes sèches. Le pilier expérimental, ce serait aussi valable sur l'eau. Comment sur l'eau, on pourrait refaire des stations d'épuration beaucoup plus légères, sur des éco-hameaux, sur des expérimentations qui nous démontrent qu'à grande échelle, ce serait tout à fait possible. Alors ce que dit ensuite Jaurès, c'est qu'il faut associer à ce pilier expérimental un pilier gouvernemental. Là, il va s'agir de comprendre comment fonctionne la démocratie institutionnelle locale, la démocratie représentative, et d'essayer d'y participer, de l'améliorer. Alors ce pilier gouvernemental, à quoi ça pourrait correspondre dans notre histoire d'eau et de toilettes sèches? Eh bien clairement la remunicipalisation de l'eau. Parce que si aujourd'hui on ne remunicipalise pas, qu'on se contente de faire des initiatives expérimentales, qu'est-ce qui va se passer? Moi je vais vous le dire. Des pressions de lobby terribles sur la juridiction, la réglementation européenne et tout. Ils vont interdire les toilettes sèches, ils vont interdire la phytoépuration, ils interdiront de fabriquer ces produits. Donc peut-être qu'une des choses à faire aussi, c'est de rapidement enrayer le mécanisme de privatisation de la gestion de l'eau, qui doit au final donner un mécanisme de privatisation de la ressource en elle-même. Donc s'impliquer clairement dans les associations citoyennes, mettre le nez dans comment fonctionne l'eau sur sa commune, d'où vient-elle, qui la gère, les factures, comment sont calculées les factures, quels sont les contrats avec la commune. On vous en parlait tout à l'heure, toutes ces associations qui aident les collectivités à remunicipaliser, les contacter, se former auprès d'elles. Le pilier gouvernemental. Et le troisième pilier, ce serait le pilier syndical, nous dit Jaurès. Le pilier syndical, nous explique-t-il, c'est on a beau avoir des alternatives qui nous démontrent qu'on peut vivre autrement, on a beau avoir des citoyens qui seraient prêts à le mettre en œuvre dans la société. Avec des élus. Avec des élus. Ce qui est sûr, c'est que le système actuel, s'il fonctionne, c'est qu'il rend service à des gens. Et que ce système-là, ces gens-là, ils ne vont pas se laisser faire. Et ce que Jean Jaurès nous explique, c'est qu'en fait, il faut que chacun de ces 3 piliers tienne debout. Et le problème, c'est que souvent, quand on est militant d'un de ces 3 piliers, on croit que seul notre pilier est efficace et utile, et puis les autres, on a tendance même à les dénigrer. C'est très très dur de fonctionner en convergence avec tous ces militants-là. Là. Ils sont chacun casse-couilles à leur manière, en fait, si vous voulez. Puis ils ne sont pas d'accord les uns avec les autres. Ça ne va pas être facile. Et pourtant, si tout ça coexiste, Jean Jaurès nous explique que ça va y aller. Et là, la VOLUS des eaux, ils sont en train de reculer en ce moment. Contrairement à beaucoup de combats, ce n'est pas un combat qui est perdu. Là, la VOLUS des eaux,
Elle a quitté une trentaine de pays, je crois, en quelques années, là. Elle est en train de reculer. Là, les grandes villes sont en train de remunicipaliser. Donc pour ceux qui croient que les multinationales, c'est des géants inaccessibles, que c'est eux qui feront la loi, bah, la preuve que non. S'ils faisaient la loi, jamais Paris n'aurait remunicipalisé. Jamais le Mali n'aurait éjecté la VOLUS des eaux de son pays. Et tout ça, ça s'est passé l'an dernier. C'était pas il y a un siècle, hein. C'était en ce moment. Ce combat, il n'est pas perdu, il est actuel, il est de toute urgence, il est de toute importance, mais il n'est pas perdu. Et il ne se passera pas la petite semaine. Et il ne se passera pas la petite semaine. Bon, bah voilà, je crois qu'on a fait notre boulot. Nous, on est un peu perdus aujourd'hui entre tout ça. Des fois, on bricole dans la remunicipalisation, des fois, on bricole dans l'expérimentation toilettes sèches. Bon, on n'est pas à plein temps là-dessus. On fait de l'habitat groupé, on fait de l'éducation populaire. On est un peu paumé, en fait, sur la manière de prendre aujourd'hui ce combat pour l'eau, les toilettes sèches et les sols. Et je vois pas trop ce qu'on pourrait faire aujourd'hui. L'hypothèse, c'était de faire une conférence à un moment sur les toilettes sèches. Bah, faudrait faire un truc qui puisse donner du plaisir aux gens en même temps, pas juste un exposé scientifique, rationnel. Génial, un truc un peu spectacle, quoi. Du coup, il y aurait des Qui blagues. mélangerait des On pourrait trucs même comme parler ça. planche à voile, comment ça a commencé l'écologie. Voilà, de dire chez moi et aussi tout. qu'on est, tu vois, qu'on est casse-couille, mais qu'on n'est pas que casse-couille. Je veux dire qu'on est aussi humain avant tout, et que derrière ça, il y a une sensibilité qui est en nous, tu vois, qui va pas que le côté démonstratif. Puis je sais pas, après, on pourrait peut-être leur raconter un peu comment le caca c'est de l'engrais, puis leur ramener du terreau, du caca composté, et puis ils mettraient les mains dedans, tu vois, puis comme ça ils se sentiraient, ils se rendraient compte que Ça ça marchera marche, quoi. jamais. Ça Mais marchera jamais. si. Et puis sur l'eau, on pourrait calculer les tonnes de caca qu'il y a dans chaque ville où on passe, puis on leur montrerait que c'est des flux, que si on s'en occupe pas, ben, ça marchera jamais, tu vois. Mais si, mais regarde, puis toi tu pourrais parler tout ce que tu as fait dans la flotte, du bouquin que tu as écrit, tu pourrais leur dire que les Non, colocs, ça marchera ça pas. marche pas et que c'est aux citoyens de le prendre. Mais si, ça marche. Et les citoyens, si c'est pas eux qui. Sam, tu vois bien que les citoyens, si c'est pas eux qui viennent voir notre truc, s'il y a que les élus, ça marchera jamais, tu vois Ça bien. marchera pas. Donc faut faire un truc pour les élus. Ça marchera pas. Mais si, ça marchera. Et puis aussi, à la fin, on pourrait leur expliquer la transformation sociale, que si on articule tout, bah, tu vois, ça marche. Ils vont le voir, les gens. Puis si après, on fait un atelier le lendemain sur comment on fait ici et maintenant, tu vois. On ferait comme une conférence gesticulée. Le tabou Et culturel. puis le est trop lendemain, fort, Tonio. on invite les Le gens tabou culturel. pour 2-3 Le heures. tabou culturel. Et puis on voit avec eux, c'est quoi le pilier qui les botte le plus. On part de leurs envies, on part de leurs désirs. Et puis on y va, on s'y met, c'est maintenant, on y va. Ça va marcher, moi j'en suis sûr. Ça va marcher. Et là, on boit de l'eau en bouteille. Hein. Faut vous dire que la cohérence, on s'en fout. Hein. Je veux dire, faut y aller, c'est tout. Faut y aller, ça va marcher, quoi. On a oublié d'en parler. Normalement, on dézingue aussi l'eau en bouteille, hein, évidemment. Les gens, ils sortent, ils disent finalement, quand on écoute votre conférence, on a dit que d'une chose, c'est d'aller acheter de l'eau en bouteille, d'arrêter de l'eau du robinet. Non, clairement. On du désingue, coup, mais on en boit aussi, quand même. Tu vois, c'est ça qui est. C'était donc l'Osachi présenté par Tonio du Pavé et Samuel du coup de l'époque.